Le français à l'écrit et à l'oral. C'est une langue difficile et il est clair qu'au baccalauréat, on s'attend quand même à ce que vous manifestiez un effort de correction dans le maniement de ce français écrit ou oral, sachant bien que la langue écrite n'est pas tout à fait identique à la langue orale. Alors voilà juste quelques fautes à éviter. Je n'en ai pas, évidemment, je ne peux pas proposer une liste étourdissante des fautes qui sont très fréquentes et qu'il est vraiment aisé de corriger. Donc, d'abord pour l'écrit, ensuite l'oral, et puis on rappellera en quelques mots quelques petits trucs pour progresser assez vite. Parce qu'il y a quand même une question qui est celle de la correction, la correction du français, là encore une fois, à l'écrit comme à l'oral. Alors, à l'écrit, vous savez qu'il y a des marqueurs de défaillance, si j'ose dire. On les connaît tous, mais ça n'empêche que parfois, eh bien, ils viennent tout seuls comme des mauvais réflexes, malgré que. Malgré que, par exemple, c'est rédhibitoire, c'est à prohiber de manière absolue. Après que, suivi du subjonctif. Après qu'il ait dit ceci, ou après qu'il soit venu. Non, ça, c'est pas possible. Après que, suivi du subjonctif, c'est une faute de grammaire qui est très très mal perçue. Elle est très mal perçue, pourquoi? Parce que c'est une faute de logique. Alors bien, on sait pourquoi les gens font cette faute, parce qu'ils pensent à d'autres connexions, bien qu'il ait, ou voilà, le que appelle souvent le subjonctif. Mais ici, c'est pas possible, parce que le subjonctif, c'est le mode de ce qui n'est pas tenu pour certains. Contrairement à l'indicatif qui est le mode de la certitude. Donc après que, ça signifie que ce dont on va parler a déjà eu lieu, donc on en est sûr. Donc ça peut pas être du subjonctif. Donc je sais que c'est pas, ça sonne étrangement à l'oreille, mais on ne dit pas après qu'il ait mangé sa purée, on va dire après qu'il a mangé sa purée. Voilà, ça c'est vraiment y penser parce que c'est un marqueur qui est réellement disqualifiant. Autre marqueur de disqualification, les confusions entre a, le verbe avoir, et a, la préposition, avec évidemment l'accent grave. Faites attention, en général, évidemment, vous savez bien que ce n'est pas la même signification. Il suffit à la relecture d'être un peu soigneux. Faites attention parce que c'est vraiment très fréquent. Là, je vous parle des fautes que j'ai pu observer vraiment au cours des années, au cours de ces nombreuses années, où c'est toujours les mêmes en fait. On est quand même dans quelque chose qui est assez répétitif. De la même façon que le participe passé, l'infinitif, le « et » à l'accent aigu ou le « et-er ». Un participe passé qui va être rédigé, qui va être orthographié comme si c'était un infinitif, c'est vraiment extrêmement fréquent. Autre faute qu'on trouve parfois à l'écrit, c'est la question des majuscules sur notamment les adjectifs qui désignent la nationalité. Alors, il y a un principe qui est simple, lorsqu'il s'agit de désigner un peuple, on met une majuscule. Lorsqu'il s'agit juste de qualifier une identité nationale, on met une minuscule. Exemple, les Français parlent le français. Les Français, F majuscule, parlent le français, F minuscule. Voilà. Donc lorsqu'il s'agit d'un peuple, d'une population ou d'un territoire, c'est une majuscule. Sinon, c'est une minuscule. Autre, on pourrait multiplier à l'envi pendant des minutes la liste des erreurs. Il y a celle-ci aussi qui est un petit peu irritante. Alors je sais qu'on y prête beaucoup moins attention maintenant. C'est la ponctuation. Faites attention à la ponctuation. Ne posez pas une virgule pour respirer. Les virgules, elles ont une nécessité. Elles permettent donc de séparer des pans de phrases, elles permettent des énumérations. Mais on ne pose pas une virgule, ce signe diacritique comme on dit, pour respirer. C'est pas lié à la respiration. Voilà, donc soyez attentifs à tous ces points. Il n'y en a pas beaucoup, ce sont vraiment les fautes, j'allais dire, majeures de l'écrit, en sachant bien qu'il y a aussi une faute générale, c'est l'importation dans l'écrit de l'oral. Avoir le sentiment que finalement ce qu'on est en train de lire, eh bien, c'est ce que le candidat aurait pu dire. Trop souvent, les étudiants, eh bien, ils écrivent comme ils parlent. Et lorsqu'ils commettent des fautes orales, eh bien, ils les reproduisent donc à l'écrit. Par exemple, le pléonasme. Le pléonasme, c'est une des caractéristiques de notre époque, avec la redondance. Essayez d'éviter les pléonasmes. Par exemple, voir même, c'est un pléonasme. Soit vous écrivez voir, alors ça s'écrit V-O-I-R-E, il y a un E, c'est pas le verbe voir. Voir même, c'est deux fois la même chose. Il y a quand même un record du monde, si j'ose dire, dans les pléonasmes, le triple
pléonasme périlleux, c'est au jour d'aujourd'hui. Alors ça provoque une irritation des correcteurs qui est terrible. Alors c'est vrai qu'on l'entend souvent ça, au jour d'aujourd'hui. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, c'est pas audible? Tout simplement parce qu'on dit 3 fois la même chose. Déjà aujourd'hui c'est un pléonasme, puisque UI, H-U-I, c'est la contraction de, c'est l'évolution en ancien français de odier en latin, hoc die en ce jour-là. Donc UI ça veut dire aujourd'hui. Donc quand on dit aujourd'hui, on dit au jour, le jour, et UI, le jour. C'est au jour, le jour, aujourd'hui. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est 3 fois le jour. Pitié. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est exagéré, hein, et de toute façon très très mal perçu. Faites attention, c'est un tic de langage. Autre tic de langage, le du coup. Un du coup à la place de donc. C'est absolument terrible, ces du coup. Et les collègues sont très sensibles au du coup en ce moment. Hein. C'est vraiment quelque chose qui a envahi notre espace linguistique en quelques années, qui est terrible. Ça ne veut rien dire du coup. Pas avoir évidemment une signification, sauf évidemment du côté de la conséquence et entendre le mot coup dans sa brutalité sémantique. Hein. Qu'est-ce que ça signifie un coup, du coup, donc coup qu'on reçoit. Voilà, donc ça ce sont des fautes qu'on entend souvent à l'oral, de la même façon que moi personnellement donc ça c'est des fautes qu'on entend à l'oral, c'est trop. Hein. Donc on est évidemment ici dans l'hypertrophie du moi de l'ego. Même chose pour ce qui est du ceci dit ou du cela dit. La plupart du temps, on emploie ceci dit alors qu'il faudrait dire cela dit. Ceci dit, ça signifie qu'on se projette sur quelque chose qui n'a pas été dit encore. Alors que cela dit, ça reprend ce qui a été dit. Donc normalement, quand on dit cela dit, ça veut dire qu'on reprend ce qui vient d'être dit. C'est cela dit, cela renvoie à ce qui a été dit auparavant. Alors que ceci dit, c'est incorrect. Alors les incorrections, hein, elles sont nombreuses. Alors à le ramener, à la place de rapporter, on rapporte une chose, on ne ramène pas une chose, on ramène un individu. De nombreuses fautes comme ça, qui sont de légères impropriétés, de légères incorrections, qui caractérisent souvent l'expression orale. Alors attention à ne pas importer vos tics, on va dire vos défauts de l'oral dans l'écrit, parce que des défauts à l'oral, c'est quelque chose sur lequel on peut passer assez vite. Enfin, je veux dire que la particularité de l'oral, c'est qu'il est fugace. Hein. Donc les mots, on les entend et puis on les oublie une fois les avoir perçus. Alors que évidemment l'écrit, comme vous le savez, les écrits restent. Et il est clair qu'une faute de français à l'écrit, c'est quelque chose sur lequel le correcteur pourra revenir à loisir si par hasard il a cette perversion. Alors bon, voilà quelques exemples pour prendre conscience de l'attention qu'il faut avoir pour l'expression. Alors comment est-ce qu'on peut progresser, surtout à l'écrit? Il y a, je dirais, deux choses à faire quand on a quelques petites difficultés avec le français. Puis après, il y a la question de la lecture ou de la relecture. Il y a d'abord une chose qui est claire: si vous savez que vous n'êtes pas très à l'aise avec la grammaire, eh bien, vous faites des phrases courtes. On ne vous reprochera jamais d'avoir un style heurté. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans une série de subordonnés qui vont vous conduire forcément à des erreurs à un moment donné, parce que dans les subordonnés, on attend les subjonctifs. Il se trouve que le mot subjonctif, ça veut dire subordonné en latin. Sub-jungere, subordonné. Dans une subordonnée, il y a un subjonctif. Donc si vous voulez éviter la question du subjonctif, vous utilisez des propositions indépendantes, vous coordonnez, vous ne subordonnez pas. Ça, c'est vraiment un conseil facile à appliquer. Et là, encore une fois, bien sûr, ça donnera peut-être un style un peu heurté à votre écriture, mais ça n'est pas une faute. Hein. C'est une petite maladresse, mais ce n'est pas une faute grave. Deuxième principe important, s'il y a un mot dont vous ignorez l'orthographe, ou dont l'orthographe vous est incertaine, vous l'évitez. Là, encore une fois, ce que j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, c'est que, si vous ne connaissez pas l'orthographe d'un mot, vous ne l'utilisez pas. Vous êtes libre d'utiliser les mots que vous souhaitez. Enfin, personne ne vous oblige à placer dans votre texte un certain nombre de mots. Vous ne tirez pas au sort dans le dictionnaire des mots qu'il faut, par contrainte, glisser dans les phrases. Par exemple, on a parfaitement le droit de ne pas savoir orthographier rhododendron. Rhododendron, c'est un marqueur assez disqualifiant. Hein. Vous pouvez tester autour de vous. C'est assez compliqué de rhododendron. Mais on a le droit. Enfin, je veux dire que c'est pas non plus un crime. Simplement, vous sentez que sur rhododendron, vous n'êtes pas vraiment serein. Alors, vous écrivez plante verte. Hein. Plante verte, il y a peut-être le « en » de plante, mais enfin, je vous espérais que là, il n'y a plus de doute. Donc, plante verte, on s'en sort assez bien. Rhododendron, ça n'était pas
une obligation. Bref, vous êtes les maîtres du jeu, donc à vous de jouer avec vos atouts et le mieux possible avec les cartes que vous avez en main. Et puis pour terminer, bien sûr, on dit toujours que pour éviter les fautes d'orthographe ou de français, il faut se relire. Alors sur la question de la relecture, moi j'ai un conseil à vous donner. Alors, il est un peu incorrect entre guillemets parce que on entend toujours le même conseil, c'est-à-dire à la fin vous réservez 5 minutes ou 10 minutes pour vous relire. C'est un conseil que j'ai moi-même d'ailleurs répercuté à mes étudiants en mon temps, hein, comme tout le monde. Tout le monde répète toujours la même chose, donc évidemment, sauf que c'est pas forcément très réaliste. Hein. Vous savez, comme moi, on a tous vécu ça, quand on arrive à la fin d'une épreuve, on a tout sauf envie de se relire. Enfin, je veux dire par là qu'on est fatigué, on a envie de partir, on a envie que ça se termine. Donc en général, ces moments de relecture, alors bien sûr, s'il était bien fait, ce serait parfait, sauf que ce moment de relecture, il est généralement bâclé. Il est généralement extrêmement hâtif et superficiel. Ça veut dire qu'on ne repère pas les fautes qui demeurent, on en repère quelques-unes, celles qui sont énormes, mais finalement cette dernière lecture, alors on peut la faire pour avoir une bonne conscience, mais elle n'est pas très efficace. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord, avant tout, alors ça n'empêche pas, encore une fois je répète, si vous le souhaitez, de revenir une dernière fois sur ce que vous avez fait, mais d'abord, vous aurez relu au fur et à mesure. Moi, ce que je demande à mes étudiants, c'est lorsqu'ils ont terminé un paragraphe, avant d'enchaîner sur le suivant, de relire celui qu'ils viennent de rédiger. Ça présente beaucoup d'avantages. Premier avantage, le paragraphe est encore frais dans leur esprit, et puis surtout, s'ils repèrent une faute, ils peuvent la corriger. S'ils repèrent même une argumentation qui est un peu défaillante, ils peuvent l'atténuer dans le paragraphe suivant. Donc il y a une possibilité de correction. Et puis, deuxième avantage, c'est que, puisque vous relisez ce paragraphe, eh bien, évidemment, vous l'avez bien en tête au moment de rédiger le suivant, et donc, par conséquent, le suivant sera mieux connecté au paragraphe que vous venez de relire. Donc, vous avez tout intérêt à relire au fur et à mesure, quitte effectivement à proposer une très large relecture à la fin, plus hâtive, mais si vous voulez vraiment être sûr de votre relecture, prenez le temps de relire au fur et à mesure.